Alors, je continue. Voilà, c'est bon, je continue. Hein. Donc, médicaments et insuffisance hépatique, on termine avec les règles de prescription pour dire que l'insuffisance hépatique pose de réels problèmes si elle est sévère. Et surtout quand on a une cirrhose décompensée, il faut faire attention, on ne va pas utiliser des médicaments chez ces malades-là, on ne va pas utiliser des médicaments hépatotoxiques devant une cirrhose décompensée. Alors, chez ces malades-là, en cas d'atteinte hépatique, on observe d'une part une diminution du métabolisme qui est due à une diminution de la synthèse hépatique, de la synthèse enzymatique, et d'autre part à une diminution de la synthèse des protéines plasmatiques. Alors, en matière de foie et médicaments, il n'y a pas de règle générale pour adapter la posologie. Ce n'est pas comme l'insuffisance rénale. En présence d'une insuffisance rénale, on peut calculer la clearance rénale et ajuster les traitements. En matière de foie, il n'y a pas de clearance hépatique. Et donc, on va tenir compte de chaque cas particulier. Chez un malade qui présente une cirrhose décompensée, je vais éviter les médicaments hépatotoxiques, et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de test simple qui permette de calculer la clearance hépatique des médicaments. Donc, il nous est impossible d'adapter la posologie avec exactitude. Il est important de surveiller l'apparition d'effets secondaires possibles, de doser le taux plasmatique des médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les aminosides, les psychotropes, les sédatifs sont systématiquement proscrits. Donc, ce sont des médicaments qui sont systématiquement proscrits. En dehors d'une nécessité absolue, les médicaments potentiellement hépatotoxiques doivent être proscrits, surtout chez les malades qui ont un foie, je dirais, déjà atteint, préalablement atteint. En conclusion, les présentations cliniques sont complexes. On a dit qu'on pouvait avoir une hépatite, une cholangite, 3 tableaux cliniques. Les mécanismes cellulaires sont très variés. Donc, nous pouvons avoir une hépatotoxicité directe ou bien immunoallergique. Le diagnostic, il est difficile. Il repose surtout sur des critères d'exclusion. Nous n'avons pas le droit de dire qu'une hépatite est médicamenteuse dès le départ parce qu'il prend un médicament hépatotoxique. Il faut éliminer les autres causes. Et une hépatite médicamenteuse, c'est un diagnostic d'exclusion. Importance de l'anamnèse et la connaissance du toxique. Le traitement repose essentiellement sur l'interruption de l'administration du médicament responsable, parce qu'on a vu que arrêter un médicament hépatotoxique, nous pouvons avoir facilement un retour à la normale. Et il faut dire qu'il faudrait l'arrêter au bon moment. Pas prescrire un traitement long cours, arriver à une cirrhose qui est causée par un médicament et dire ça va reprendre. Non. Voilà, donc j'ai terminé avec mes séances. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, dites-moi, c'est bon? Alors, la connexion est instable chez moi, à mon niveau. Alors, oui, merci, voilà. Très bien. Tant bien que mal, on a pu... donc, on a vu les 3 cours. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Docteur,
Oui. Pourquoi on doit arrêter les médicaments indispensables au cours du dernier mois de grossesse? Comment ça, indispensable? Non, on ne va pas arrêter des médicaments indispensables au dernier mois. Il y a des médicaments qu'on peut garder jusqu'au dernier mois de grossesse, sauf ceux qui peuvent donner un risque. On va les arrêter. Je prendrai, par exemple, le Syntran. Si je prends le cas du Syntran, le Syntran donc, qui est utilisé chez une malade valvulopathe et qui tombe enceinte, cette femme-là, donc je dois switcher, je dois passer donc du Syntran à un autre anticoagulant qui a une durée de vie plus courte. Par exemple, je mets du Lovenox. Pourquoi? Parce qu'avec le Lovenox, je peux contrôler. Avec le Syntran, je ne peux pas contrôler ma malade. Surtout au dernier mois, parce que le dernier mois, il y a le risque hémorragique. D'accord. Voilà. Merci. Bon, merci à vous. Alors, vous me dites là, j'ai une question, quels sont les risques d'une association palier 2 et palier 3? Alors, palier 2, c'est un morphinique. Palier 3, c'est aussi un morphonique. Un opioïde faible et un opioïde fort. J'associe deux opioïdes faibles et forts. Je vais faire quoi? Je vais potentialiser l'effet opioïde et je vais accentuer les effets secondaires. Donc, il est contre-indiqué d'associer un palier 2 et un palier 3 et des opioïdes tous les deux. C'est la même classe en fait. Sauf que le 2, il est faible et le 3, il est fort. Ah bon? Non, il n'y a pas la fin. De la morphine oui, l'utilisation de morphine peut dépasser 28 jours, généralement chez les malades cancéreux. Hein. Chez les malades cancéreux, on peut aller au-delà. Ouais. Il y a toujours des risques. Alors, plus de questions. Alors, exemple de co-antalgique, je l'ai dit, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un co-antalgique. Ce n'est pas un co-antalgique. Vous avez les psychotropes, c'est un co-antalgique. J'utilise un psychotrope au cours de la dépression. La dépression, ça donne une douleur, une sorte donc de douleur. Et avec un psychotrope, je peux agir sur cette douleur d'ordre psychologique. Vous avez les anti-inflammatoires, ce n'est pas un antalgique. Et je vais l'utiliser en cas d'une inflammation et je vais avoir un effet co-antalgique. Vous avez les antispasmodiques aussi, c'est des co-antalgiques.
Alors là, il n'y a plus de questions. On va arrêter la réunion. Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, c'est bien. Donc là, je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous avec moi le jeudi, c'est ça? Le jeudi, on va voir un TD. Il y a aussi les neuroleptiques qu'on va voir ensemble. Et merci.